Et bonjour, et aujourd'hui le docteur Renaud va faire une présentation sur l'hépatite B. Le docteur Renaud a grandi dans le plateau central d'Haïti et a reçu son doctorat en médecine de l'Université d'État d'Haïti à Port-au-Prince. Il a ensuite travaillé pour Zambie la Santé, où il a pendant 5 ans été à la fois directeur des programmes de lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida, à l'hôpital Bon Sauveur à Canges et à l'hôpital Sainte-Thérèse à Hinche. En juin 2013, le Dr Renaud a complété sa formation en médecine interne à Montefiore Medical Center à New York. Il travaille actuellement comme interniste à l'hôpital St. Elizabeth Physicians à Kentucky, aux États-Unis. Ses intérêts principaux sont de la médecine globale et à l'éducation médicale. Il a rejoint le personnel du projet HME en février 2011 et est le président actuel. Donc, allez-y, Dr Renaud. Bonjour, merci Aïcha pour l'introduction. Bonjour les résidents ou les médecins en Haïti, à l'hôpital général, l'hôpital de la Paix, au Cap haïtien, Justinien s'ils sont présents. C'est encore un plaisir de participer à cette séance de présentation hebdomadaire. Aujourd'hui, je vais faire une présentation sur l'hépatite B, l'hépatite virale B. Si vous avez des questions, je serai prêt à les entendre à la fin de la présentation. L'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de reconnaître les signes et symptômes de l'infection à l'hépatite virale B et de vous parler de comment faire le diagnostic dans la phase aiguë et dans la phase chronique et de parler un peu du traitement et de la prévention. L'hépatite B, c'est un épanavirus à ADN qui affecte environ 300-400 millions de personnes à travers le monde. Aux États-Unis, il y a environ 1,5 à 2 millions de personnes qui sont des porteurs qui sont infectés chroniquement avec l'hépatite B. Je n'ai pas pu trouver de statistiques fiables en Haïti, mais Haïti est classé parmi les pays à haut risque à haute prévalence pour l'hépatite B. Et la transmission se fait en général par voie hématogène et par voie sexuelle. Et le traitement est surtout, on doit surtout porter sur la prévention qui doit se faire avec la vaccination. Je ne sais pas si maintenant l'hépatite B fait partie des recommandations dans le calendrier vaccinal en Haïti, mais ici aux États-Unis, tous les enfants qui sont nés reçoivent la première dose du vaccin de l'hépatite B dès la naissance et on peut voir ça à 1 mois à 6 mois. Donc c'est complètement préventif, mais si une personne est infectée avec le virus, on peut toujours faire le dépistage et le traitement parce que l'infection chronique peut aboutir à des complications qu'on va en parler dans les prochaines slides. Donc, c'est la distribution géographique mondiale. Vous pouvez voir en rouge, ce sont les pays qui ont une prévalence élevée, c'est-à-dire qui ont une prévalence qui est supérieure à 8%. Il y a les pays en jaune avec une prévalence intermédiaire entre 2 à 7%. Et dans les pays où la prévalence est faible, c'est moins de 2%. Donc, les personnes qui sont des immigrants de l'Amérique du Sud, de certaines zones de l'Asie-Pacifique, de certains pays d'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, certains pays de la Caraïbe sont catégorisés comme pays à prévalence élevée. Nous sommes dans un monde qui est globalisé, donc même si vous êtes en Haïti, c'est peut-être vous aurez la possibilité de rencontrer des patients venant d'autres pays, donc il faut toujours penser à faire le dépistage, avoir une idée de la prévalence de l'hépatite B en fonction de l'origine du patient. Donc, le virus va avoir un ADN, c'est un virus ADN, qui va s'entourer en rouge de ce qu'on appelle le corps, l'antigène corps,
Et le virus also a ce qu'on appelle un antigène de surface qui est marron, et attaché sur l'antigène de surface, nous allons avoir l'antigène E qui principalement caractérise le degré d'effectivité si une personne ou un patient est à la fois positive pour l'antigène de surface et l'antigène I de surface. Ces genres de marqueurs ou encore d'antigènes seront très importants lorsqu'on va essayer d'analyser les examens laboratoires qui vont nous permettre de catégoriser si une personne est infectée de façon aiguë avec l'hépatite, s'il a une infection chronique, s'il a une infection qui est guérie mais immunisée. Donc, on peut avoir une idée des différents marqueurs sérologiques ou encore des antigènes qu'on peut trouver au niveau du sérum ou du plasma qui vont refléter les types d'antigènes du virus. Que ce soit, on peut mettre en évidence l'ADN, principalement, avec une charge virale. On peut mettre en évidence des anticorps contre le corps de l'antigène. On peut mettre en évidence l'antigène de surface directement ou encore un anticorps contre l'antigène de surface. On peut mettre en évidence l'antigène de surface B au niveau du sang ou encore un anticorps contre cet antigène. Donc, avoir une idée des antigènes, encore de ces marqueurs virologiques sera très important quand on va analyser les examens de laboratoire pour pouvoir déterminer si une personne est infectée de façon aiguë ou chronique avec l'hépatite B. Les facteurs de risque pour attraper encore l'hépatite B, étant donné que la transmission est principalement sexuelle ou encore avec un contact sanguin, donc les cas de transfusion sanguine qui n'ont pas été dépistés pour l'hépatite B, ce soit un très gros risque. Ces genres de cas sont très rarement reportés où une personne est infectée après avoir reçu une transfusion sanguine. Les rapports sexuels non protégés ou encore les personnes, les travailleurs sexuels ont un risque élevé d'attraper le virus. Les personnes qui utilisent les drogues par voie intraveineuse non seulement sont à risque pour attraper l'hépatite C, mais aussi ils peuvent attraper l'hépatite B. Même ici, là où je travaille, et dans le Midwest, il y a eu une épidémie d'hépatite A qui était liée à l'utilisation des seringues chez les patients qui utilisent les opioïdes, les héroïnes. Il y a eu une épidémie d'hépatite A qui était liée à une transmission veineuse, même lorsque nous savons que l'hépatite A est principalement une transmission féco-orale, mais dans la phase aiguë, la charge virale sera très élevée. Et si vous avez des patients qui partagent des seringues, donc il y a un risque élevé de transmission de l'hépatite A, tout comme de transmission de n'importe virus qui peut être attrapé par voie sanguine, comme le VIH. La transmission également peut être verticale. C'est une mère qui peut transmettre l'infection à son nouveau-né ou encore à son fœtus. C'est pour cette raison que ici, toute femme enceinte sera dépistée pour l'hépatite B. Parce que quand une femme enceinte transmet le virus à son fœtus, en général, ces fœtus vont aussi attraper l'antigène E, qui sera un antigène qui va participer à une forme agressive de l'infection. Et ces gens de nouveau-nés, ils ont un risque beaucoup plus élevé d'avoir une infection chronique de par leur immunité qui n'est pas tout à fait solide, comparativement si vous avez une personne âgée qui attrape le virus. Donc, faire le dépistage chez la femme enceinte est recommandé. Et les travailleurs de santé, les personnes qui prennent soin des personnes qui sont infectées avec le virus, ils sont à haut risque, les chirurgiens, les infirmières, les médecins, les travailleurs dans les laboratoires, toute personne qui travaille dans un milieu où il y a un contact avec le sang de façon, les produits sanguins encore de façon répétée, sont à risque d'attraper le virus.
Les patients qui reçoivent l'hémodialyse, ils sont également à risque d'être frappés parce qu'il va avoir des contacts répétés avec, s'ils ont des fistulas et s'ils ont des cathéters hémodialysés, donc il va avoir un contact répété avec ces genres de cathéters. Donc, c'est pour cela qu'il est recommandé de faire le dépistage quand un patient va commencer avec la dialyse, de faire le dépistage, et s'ils ne sont pas vaccinés, de faire la vaccination, parce que certains de patients vont avoir des contacts fréquents avec les milieux hospitaliers, encore les centres de dialyse. Donc, on va faire le dépistage principalement, qu'il est recommandé que ce soit par le CDC ou encore l'Association américaine des maladies du foie. Les personnes qui viennent des régions endémiques. Donc, si vous immigrez d'une région où la prévalence est supérieure à 8%, il y a beaucoup de patients qui n'ont pas de symptômes, qui vont venir de ces régions. Donc, il est recommandé de faire le dépistage des patients de l'Amérique du Sud, de certaines régions de l'Amérique du Sud, de l'Asie, du Pacifique, de l'Afrique équatoriale. Les femmes enceintes, du fait qu'il y a un risque de transmission néonatale. Les homosexuels, ils ont un risque élevé d'avoir de l'hépatite B, principalement les hommes. Et les personnes qui sont infectées avec le VIH, avec l'immunosuppression, s'ils ont l'hépatite B, et ceci peut avoir un risque de progression qui est beaucoup plus élevé. Toute personne qui a un taux élevé des marqueurs hépatiques, donc s'ils ont un taux d'AST, ALT qui est élevé pour n'importe quelle, pas n'importe quelle raison, qui ont un taux élevé pour une raison inconnue, il faut penser, si ce n'est pas de l'alcool, si ce n'est pas une stéatose hépatique, il faut penser à faire le dépistage pour l'hépatite B. Et ensuite, les personnes qui reçoivent la dialyse doivent être également dépistées. La symptomatologie de l'hépatite B va se diviser en deux catégories. Il va y avoir une symptomatologie dans la phase aiguë et une symptomatologie dans la phase chronique. La phase aiguë aura une incubation qui va aller de 1 à 6 mois. Cette symptomatologie peut être vraiment subtile ou tout à fait asymptomatique, ou encore des patients vont avoir des symptômes tout à fait non spécifiques, de la nausée, du vomissement, de la fatigue. Des fois, les patients peuvent avoir de la fièvre, des douleurs abdominales et articulaires. Dans la majorité des cas, ces gens de patients en général vont vous dire qu'ils ont eu une infection virale, c'est de la grippe, et les symptômes peuvent disparaître très rapidement sans pour autant ne penser à une infection à l'hépatite B, ou encore certains de patients peuvent ne pas rechercher de l'aide médicale en pensant que j'ai attrapé une infection virale à l'hépatite B. Il y a une forme de la phase aiguë qui peut être vraiment symptomatique, c'est une phase ictérique avec une hépatite aiguë qui peut, dans certains cas, être très fulminante, principalement si vous avez un patient qui déjà était immunocomprimé, un patient qui consommait beaucoup de l'alcool, plus de 20 grammes par jour pour les femmes et 30 grammes par jour pour les hommes. Certains de patients peuvent présenter une phase ictérique avec de somnolence, de confusion. Ceci peut aboutir à une décompensation hépatique avec de l'acide et même aboutir au cas de coma hépatique, de l'hémorragie intestinale ou encore le DIC, la dissémination, qui est très rare dans moins de 1% des cas, mais ceci peut arriver si vous avez une patiente avec une hépatite fulminante et qui peut détruire le foie et aboutir au coma. Certains de patients, s'ils n'ont pas accès à une transplantation hépatique rapide, peuvent décéder dans la première semaine de l'infection. Donc, une fois que vous avez une patiente avec l'ictère jaunisse, il faut toujours penser au diagnostic différentiel, mais l'hépatite B peut
de la phase aiguë se présenter sur une forme fulminante qui va aboutir qui peut aboutir au décès. Donc, la majorité des patients vont avoir une forme subclinique ou tout à fait asymptomatique, mais on peut avoir une phase hépatique avec de l'ictère et la forme fulminante qui est la forme la plus grave qui est très très rare. La symptomologie peut être chronique aussi si c'est un patient qui a des symptômes de façon continue ou encore de façon intermittente après 6 mois. Et on va parler de la forme chronique. Et ces genre de patients, on peut avoir une manifestation chronique qui peut être mise en évidence par des examens de laboratoire ou encore des patients qui vont présenter avec des symptômes intermittents qui rappellent la phase aiguë. C'est-à-dire, on peut avoir une phase chronique asymptomatique ou encore une phase chronique active et progressive. Donc, principalement, c'est des symptômes qui seront liés à l'atteinte du foie et une décompensation hépatique, la cirrhose ou encore des patients peuvent progresser au cancer hépatocellulaire sans pour autant avoir la cirrhose hépatique. Des fois, l'hépatite B peut avoir des manifestations extra-hépatiques comme la glomérulonéphrie. Donc, ces gens de patients vont présenter avec des hématuries, des urines foncées. Il va y avoir des cathode des urines. On peut penser à d'autres pathologies rénales, mais en général, il faut toujours faire penser aussi à l'hépatite B. Et il y a la polyartériureuse qui c'est une inflammation des artères de calibre moyen qui est très souvent liée également à l'hépatite B. Donc, l'hépatite B va avoir une forme aiguë qui peut être asymptomatique ou symptomatique, ou encore on peut avoir une manifestation qui est chronique, que ce soit avec la mise en évidence des marqueurs sérologiques ou encore des troubles hépatiques qui sont chroniques ou encore des symptômes qui sont liés à la décompensation hépatique, c'est-à-dire la jaunisse, l'ictère, la persistance de l'élévation des enzymes hépatiques ou encore une cirrhose hépatique et des fois avec le cancer hépatocellulaire. Le prognostic de l'hépatite B sera surtout lié à différents facteurs. Nous savons que les patients qui sont infectés à partir d'une transmission néonatale, c'est-à-dire les nouveaux-nés, ils ont un pronostic qui est beaucoup plus défavorable pour plusieurs raisons, du fait que leur immunité ne sont pas tout à fait assises ou encore correctes. Les nouveaux-nés ont un risque beaucoup plus élevé d'aboutir à un cirrhose ou encore à une décompensation hépatique. Et ensuite, ce sera lié également à la présence non seulement de l'antigène de surface, mais également de l'antigène E, qui sera un marqueur d'agression encore d'infectivité et qui peut aboutir à une hépatite chronique. Donc, les nouveaux-nés, la majorité des patients, on va voir, qui sont âgés, ont la capacité de façon naturelle de pouvoir éliminer le virus dans environ 30 à 35% des cas. Mais chez les nouveau-nés, l'infection à l'hépatite B, dans plus de 90% des cas, va aboutir à une infection chronique. C'est-à-dire, l'infection va persister après 6 mois et de la phase aiguë. Les personnes qui consomment beaucoup d'alcool, ils ont un prognostic qui sont défavorables parce que l'alcool de par lui-même peut également aboutir à une nécrose hépatique, à une stéatose hépatique, à une cirrhose. Donc, si vous consommez de l'alcool et vous avez également une hépatite B, ceci peut aboutir à un prognostic qui est défavorable. Les personnes qui ont d'autres co-infections, il est possible d'avoir à la fois l'hépatite B et l'hépatite C. Les personnes qui sont infectées chroniquement avec l'hépatite B et qui n'ont pas été vaccinées avec l'hépatite A ont un risque d'avoir une hépatite fulminante s'ils sont co-infectés avec l'hépatite A. C'est pour cette raison, quand vous avez un patient qui a l'hépatite B, il faut également faire le dépistage pour l'hépatite A et s'ils ne sont pas immunisés, il faut considérer, il est recommandé même de les vacciner pour l'hépatite A. Les personnes qui sont également co-infectées avec l'hépatite B et le VIH, ces genres d'infections peuvent également affecter
le prognostic. Non seulement ces de patients avec le VIH vont avoir un prognostic défavorable par le VIH, mais le VIH, l'infection à VIH elle-même peut diminuer pour aboutir à une immunosuppression. Ces de patients ont un risque beaucoup plus élevé d'avoir d'autres virus comme le cytomegalovirus, le virus de l'Epstein-Barr, qui eux-mêmes peuvent également affecter les cellules hépatiques. Le diagnostic de l'hépatite B, en dehors de ces symptômes qu'on va identifier, ou encore que le patient ou la patiente va se présenter, va se faire avec l'identification des marqueurs sérologiques et une analyse de la fonction hépatique. En général, ce sont des tests de laboratoire qu'on va envoyer pour faire, pour rechercher les antigènes, les anticorps, ou encore si on a accès à la charge virale pour pouvoir identifier le virus de l'hépatite B qui est un virus à ADN. Et on va utiliser les enzymes hépatiques, des fois la sonographie, pour pouvoir avoir une idée de la sévérité encore de type d'atteinte hépatique. Principalement, c'est un patient dans la phase aiguë qui va avoir un taux d'enzyme hépatique qui est supérieur à 1000. Donc, les marqueurs de SGOT, SGPT ou encore AST, ALT sont très élevés. Des fois, ils peuvent se présenter avec un taux de ANA ou encore le taux de prothrombine qui sera élevé. C'est un patient qui, des fois, peuvent avoir une anémie normocytaire. Dans le cas de cirrhose, peuvent se présenter avec une thrombocytopénie. Cette thrombocytopénie, en général, c'est un marqueur que c'est un patient qui a une infection chronique qui déjà aboutit à la cirrhose, parce que la cirrhose va aboutir à l'hypertension portale qui en général va aboutir à la splénomégalie et va avoir une séquestration de platelets, ou encore ceci peut aboutir à une suppression de la formation de plaquettes au niveau de la moelle épinière. Donc, la présence d'une thrombocytopénie avec une patiente qui a une infection chronique à l'hépatite C, déjà, c'est une suspicion probablement d'une cirrhose hépatique sous-jacente. Et principalement, on va faire le diagnostic avec l'identification rapide de l'antigène de surface, qu'on appelle HBs antigène, ou encore on peut mettre l'anticorps IgM, qui sera un marqueur d'une atteinte aiguë. Et dans le cas de, si vous avez accès à la charge virale, on peut demander de rechercher la charge virale pour le virus de l'hépatite B et également mettre en évidence l'antigène E qui sera un marqueur d'effectivité. Donc, ces genres de tests vont vous donner une idée si c'est une phase aiguë, si c'est une phase chronique des fois, et va vous donner également une idée de la sévérité de l'atteinte hépatique. On peut toujours faire une sonographie qui va vous donner une idée également s'il y a une inflammation, s'il y a une nécrose. Et très rarement, on va aboutir à une biopsie hépatique pour pouvoir caractériser s'il y a une cirrhose, s'il y a une décompensation, s'il y a une nécrose inflammatoire. Et dans le cas où on va penser à faire le traitement, on peut aboutir à faire on peut arriver à demander la biopsie hépatique. Et ça, c'est un tableau qui vous donne une idée de comment va évoluer les marqueurs sérologiques ou encore virales et de l'atteinte de l'hépatite aiguë. Il est très important d'avoir une idée ou encore de pouvoir interpréter les marqueurs sérologiques parce que cela va vous donner une idée de comment ou encore à quelle phase se présente le patient. Donc, si vous avez dans la colonne axiale, c'est le temps qui est exprimé en semaines et dans la colonne verticale, c'est le taux de la charge virale ou encore des marqueurs hépatiques. Il y a une histoire naturelle de l'hépatite B. Une personne qui est infectée avec l'hépatite B, dans la phase aiguë ou encore dans la phase incubatoire, on va pouvoir identifier deux éléments principalement. Vous pouvez voir à partir de la 4e semaine en un mois, c'est-à-dire le taux
de l'antigène de surface sera très élevé. Donc ça, c'est un marqueur principal de l'infection aiguë. Ça, c'est l'antigène de surface qui sera élevé. On peut également mettre en évidence, si c'est une personne, par exemple, si c'est un nouveau-né, on peut mettre en évidence l'antigène E. Et on peut également, si vous avez accès à la charge virale, qui n'est pas représentée dans ce tableau, la charge virale sera également élevée dans la phase initiale. À partir de la sixième semaine, de la quatrième, sixième semaine, on peut également mettre en évidence ce que vous voyez en jaune, c'est l'anticorps IgM, qui sera principalement un anticorps contre le corps. On a ce qu'on appelle le corps de l'antigène au niveau de l'hépatite B. Donc, ces marqueurs seront positifs. Donc, si vous avez un patient dans la phase aiguë, l'antigène de surface sera élevé, l'IgM sera élevé, et si vous avez accès à la charge virale ou encore, si vous pouvez identifier l'hépatite E dans des cas, pardon, l'antigène E sera également élevé. Ceci, c'est la phase aiguë. Donc, ceci peut aller jusqu'à la 24e semaine. Donc, la phase aiguë sera caractérisée par un taux d'antigène de surface qui est positif, ou encore l'anticorps IgM contre le corps antigène sera positif, et des fois, on peut mettre en évidence la charge virale. Ceci va caractériser la phase aiguë. C'est sûr que avant même d'aboutir à ces tests, et de façon beaucoup plus rapide en Haïti, vous arrivez à avoir un patient qui va se présenter avec des symptômes et principalement avec un taux d'enzyme hépatique qui est élevé. Mais vous ne pourrez pas savoir est-ce que cette enzyme hépatique est élevée à partir d'une hépatite alcoolique. Des fois, l'histoire peut vous l'informer. Si c'est l'infection à l'hépatite C, c'est l'infection à l'hépatite B. Si vous voyez un panel de tests pour l'hépatite virale, en général ici, les tests pour quand on fait un dépistage pour l'hépatite B, en général, il va y avoir l'hépatite A, il va y avoir l'hépatite C dans ce test. Donc, on va pouvoir identifier est-ce que c'est une personne qui est infectée de la façon aiguë par l'identification de l'antigène de surface, par l'identification de l'anticorps contre le corps de l'antigène. Et si vous avez accès à la charge virale, on peut demander la charge virale directement qui sera élevée dans la phase aiguë. Et l'évolution et la phase aiguë, si c'est un nouveau-né, comme je vous l'ai dit, la majorité des enfants, à 90% des enfants vont aboutir à une infection chronique. On parle d'infection chronique, c'est toute personne qui est infectée. Si vous avez un patient maintenant qui se présente avec une hépatite B, et en général, ces patients, s'ils n'ont pas une forme fulminante, les symptômes vont regresser à partir de 6 à 8 semaines et on peut même avoir une normalisation des enzymes hépatiques. Mais on va demander en général de répéter ces tests à partir de 6 mois. Si vous avez un patient qui a la persistance du virus ou encore la persistance de l'antigène de surface à partir de 6 mois, on parle d'une infection chronique. Mais naturellement, il y a des patients qui vont éliminer le virus à partir de 6 mois sans même sans pour avoir autant reçu un traitement. Mais également, cette infection peut aboutir à la forme chronique. Donc, la forme chronique, c'est la persistance de l'antigène de surface ou encore la persistance de l'antigène E, la persistance du virus à partir de 6 mois. Donc, ceci va déterminer la forme chronique. Donc, si vous avez un patient maintenant que vous avez identifié à une forme aiguë, ceci peut évoluer naturellement. En général, à partir de 6 mois, très rarement à 9 mois, il faut répéter ces tests pour pouvoir savoir si c'est un patient qui a pu naturellement éliminer le virus ou encore si c'est un patient qui va aboutir à une forme chronique. Parce que la forme chronique peut aboutir avec le temps à la cirrhose hépatique. La forme chronique peut aboutir à des décompensations hépatiques avec principalement chez les personnes qui sont co-infectées, les personnes qui sont immunosupprimées. Et la forme chronique peut aboutir que ce soit à la cirrhose d'abord et ensuite au cancer hépatocellulaire, mais la forme chronique de l'hépatite B, d'environ 15 à 20% des cas, peut aboutir au cancer hépatique sans même avoir une cirrhose. Et si vous n'avez pas accès à la transplantation hépatique ou qu'on n'avez pas accès au traitement,
ceci peut aboutir à la mort. Comme on l'avait dit, la phase chronique de l'infection à l'hépatite B peut aboutir à l'infection aiguë peut aboutir à une forme chronique. Si vous voyez que au début, vous allez avoir une augmentation de la charge virale qui est en bleu. On peut avoir une augmentation de l'antigène de surface et on peut avoir une augmentation de l'anticorps en marron ici, la dernière ligne de l'IgM. Tous ces éléments indiquent une phase aiguë. Mais de façon naturelle, à partir de 28 à 32 semaines, on peut avoir plusieurs scénarios, que ce soit l'antigène ou encore l'antigène de surface ou l'antigène E va disparaître ou encore la charge virale va disparaître ou encore retourner à zéro. Mais si vous avez à partir de la 36e semaine, tous ces marqueurs restent positifs, donc vous avez un patient qui déjà aboutit à la forme chronique de l'infection. Donc, on utilise 6 mois comme le cut-off qui va déterminer si une personne a une forme aiguë ou encore si une personne qui a une forme chronique. Il y a ce qu'on appelle la période fenêtre qui est très important à savoir parce que entre la phase aiguë et la phase chronique, qui est déterminée à partir de la 28e semaine, encore 6 mois, vous pouvez voir dans la phase aiguë l'antigène de surface, l'anticorps contre le corps du virus, la charge virale va être augmentée. Mais il y a une période entre la 24e et la 28e semaine. Si vous faites le test pour le patient, que ce soit très tôt ou encore des patients qui vont avoir des changements au niveau des marqueurs sérologiques dans cette période, on peut ne pas identifier tous les marqueurs sérologiques. Principalement, la charge virale peut être toujours élevée ou encore l'anticorps contre le corps de l'antigène peut être toujours positif, mais on va avoir la disparition de l'antigène de surface. Vous allez voir à partir de la 4e semaine. À partir de la 12e semaine, il y a un pic pour cet antigène et cet antigène va continuer à s'abaisser pour disparaître à partir de la 24e semaine. Donc, si vous faites le test entre la 24e et 28e semaine, vous allez avoir un patient qui n'a pas encore qui a le taux d'antigène de surface qui disparaît. Et il y a un gap où l'anticorps contre cet antigène qui en général indique que le patient que ce soit a été vacciné ou encore a été infecté mais maintenant immunisé avant même l'apparition de cet antigène. En général, l'antigène de surface va augmenter et l'anticorps contre cet antigène va apparaître à partir de la 24e semaine. Entre la phase où cet antigène disparaît ou encore l'anticorps apparaît au niveau du sang, il y a une gap de environ 4 à 6 semaines. Donc, des fois, si vous réalisez le test dans cet intervalle, vous pouvez avoir un patient où l'antigène de surface est négatif et il ne faut pas surtout, il faut prêter attention à ne pas dire que c'est un patient qui est normal ou encore qui n'est pas infecté parce que vous pouvez voir dans cet intervalle, l'anticorps contre le corps antigène sera toujours positif. Donc, il faut toujours, dans cet intervalle, lorsque vous demandez à faire le test, ne pas uniquement se relier sur l'antigène de surface ou encore l'anticorps contre l'antigène de surface, parce qu'il va y avoir une période fenêtre entre la disparition de l'antigène ou encore l'apparition de l'anticorps, où le test sera normal ou encore négatif si vous demandez uniquement ces deux tests. Donc, il faut toujours penser, si vous n'avez pas à faire, principalement, si vous savez que c'est un patient qui était déjà infecté avec l'hépatite B. Donc, lorsque vous répétez les tests à 6 mois, il ne faut pas se contenter à demander l'antigène de surface ou encore l'anticorps contre l'antigène de surface. Il faut surtout inclure l'anticorps contre l'IgM que vous voyez ici en rose, qui sera toujours en présent si c'est un patient qui a une forme chronique. Donc, il faut prêter attention à cette période fenêtre quand vous demandez de reprendre les tests à partir de 6 mois. Ceci, c'est un tableau qui va vous dire, qui va vous donner différents scénarios
et comment interpréter les tests en fonction de la présence de l'antigène de surface, de l'anticorps contre l'antigène de surface, de l'anticorps IgM contre le corps du virus, de l'anticorps contre ce corps et également de la présence de l'antigène E. Ceci, c'est tous les marqueurs que vous pouvez avoir au cours du test, à l'exclusion de la charge virale qu'on peut toujours demander, qui va vous donner est-ce que c'est un patient qui a une infection aiguë, ou encore c'est un patient qui a été vacciné, ou encore c'est un patient qui a été infecté maintenant, qui a naturellement éliminé le virus, mais qui est immunisé, ou encore si c'est un patient qui a une infection chronique. Donc, ces différents scénarios avec les différents marqueurs sérologiques peuvent vous aider à classifier le patient. Rappelez-vous, si vous avez un patient qui a un antigène de surface qui est positif, si l'anticorps contre ce antigène est négatif, si c'est un patient qui a l'anticorps IgM contre le corps de l'antigène qui est positif, et si vous avez l'infection également avec l'antigène E, principalement, c'est un patient qui va être catégorisé dans la phase aiguë. Vous avez tous les marqueurs antigéniques qui seront positifs et encore l'IgM qui sera positif. Donc, c'est principalement une phase aiguë de l'infection. C'est ce qu'on va voir dans la phase aiguë. Toujours, si vous avez accès à la charge virale, dans la phase aiguë, la charge virale sera très élevée. Maintenant, si vous avez un patient qui a un antigène de surface qui est positif, maintenant vous avez l'anticorps IgM contre le corps qui est négatif, mais vous avez l'anticorps IgG qui est positif avec l'antigène E qui est positif. Ceci va marquer l'infection chronique. Donc, on parle d'infection chronique, c'est d'abord, il y a la persistance de l'antigène de surface. On peut voir la disparition de l'anticorps IgM contre le corps, mais l'anticorps IgG contre le corps va être positif, et c'est un patient qui va avoir également des fois une persistance de l'antigène E. Donc, ceci va marquer la phase chronique, principalement si vous saviez que c'est un patient qui était déjà infecté dans les 6 mois antérieurs. Si vous avez un patient qui a l'antigène de surface qui est négatif, l'anticorps contre l'antigène de surface qui sera positif, et tous les autres marqueurs sont négatifs, c'est un patient qui, très probablement, a été vacciné. Donc, quand vous avez un test pour l'hépatite B, les personnes qui ont été vaccinées, ce sera toujours, ils vont avoir l'anticorps contre l'antigène de surface, mais l'antigène de surface sera négatif ou encore les autres marqueurs seront négatifs. Donc, ceci caractérise une personne qui a été vaccinée par l'hépatite B. Maintenant, si vous avez une personne qui a l'antigène de surface qui est négatif, l'anticorps contre l'antigène de surface qui est positif, avec l'anticorps IgG qui est positif, ceci devrait être en rouge, pardon, et ceci témoigne d'une personne qui est immunisée, mais cette personne est immunisée à partir d'une infection antérieure. Donc, c'est une personne qui a eu une infection antérieure avec l'hépatite B. De façon naturelle, son corps a pu éliminer le virus. Mais ce que vous allez voir qui va différencier l'immunisation à partir d'une infection antérieure comparativement à l'immunisation à partir d'une vaccination, c'est l'anticorps contre le corps de l'antigène qui sera positif. Donc, la personne qui a été vaccinée n'a jamais eu l'infection, donc on ne va pas pouvoir retrouver des marqueurs qui témoignent d'une infection antérieure. La personne qui est immunisée à partir d'une infection antérieure, on va retrouver des marqueurs qui vont vous dire, principalement les anticorps IgG, que cette personne est immunisée, elle n'a pas de la persistance de l'antigène de surface ou encore de l'antigène E, ou encore la charge virale est éliminée, mais on va toujours retrouver l'anticorps contre le corps du virus qui sera positif. Donc, ceci va vous aider à faire la différence entre une personne qui est immunisée à partir d'une infection naturelle qui est guérie ou encore une personne qui est immunisée à partir d'une infection antérieure. À partir d'une vaccination antérieure. Et l'autre scénario, il y a des personnes qui vont se présenter avec l'antigène de surface qui est négatif, avec l'anticorps contre l'antigène de surface qui est négatif,
avec l'anticorps IgM qui sera négatif, mais vous allez avoir l'anticorps contre le corps qui sera positif, c'est-à-dire la forme IgG, l'immunoglobuline G sera positive, et l'anticorps contre l'antigène E sera négatif. Ces rangs de patients principalement vont être situés dans la période fenêtre. Rappelez-vous que à partir de la 24e et la 28e semaine, il peut y avoir une disparition de l'antigène de surface et avant même l'apparition de l'anticorps contre l'antigène de surface, il va y avoir une période fenêtre. Et dans cette période fenêtre, si vous ne demandez pas l'anticorps contre le corps de l'antigène, c'est-à-dire l'immunoglobuline G, ce patient peut apparaître comme quelqu'un qui n'a jamais été infecté par le virus. Il faut faire attention pour toujours demander ce test parce que dans la phase fenêtre, avant même l'apparition de l'anticorps contre l'antigène de surface, comme vous voyez dans le tableau précédent, il va y avoir une période où l'antigène de surface sera négatif ou encore le corps contre l'antigène de surface ne s'apparaît pas dans le test plasmatique ou sérologique. Donc, ce tableau va vous donner une idée de une personne qui, que ce soit a une infection aiguë, une infection chronique, ou une personne qui est immunisée à partir d'une vaccination, ou une personne qui est immunisée à partir d'une infection antérieure. Donc, la présence d'un ou de plusieurs de ces marqueurs va vous permettre à faire cette différence. Le traitement pour l'hépatite B, en général, c'est préventif, c'est moins coûteux, c'est très durable. Et maintenant, dans les pays développés, on parle des pays avec prévalence élevée, la vaccination contre l'hépatite B, je ne pense pas que l'hépatite B est recommandée ou encore est obligatoire dans le calendrier vaccinal, mais je pense que cela existe dans le secteur privé. Et vous-même, comme personnel de santé, ce serait recommandé pour vous de se faire vacciner parce que vous êtes en contact avec des patients qui peuvent des fois être infectés avec le virus sans pour autant le savoir. Donc, c'est une vaccination qui se fait à partir de 0 mois, on vous donne une dose, 1 mois et à 6 mois, vous pouvez retrouver une dose de rappel. Tous les enfants qui sont nés ici reçoivent leur première dose dès l'accouchement et ils vont recevoir l'autre dose avec leur pédiatre ou encore dépendamment de leur calendrier vaccinal entre 1 à 6 mois. Et ceci, en général, va vous conférer une protection qui est assurée pour la vie pour l'hépatite B. Dans des cas très très rares, on va avoir un patient qui a été vacciné, que ce soit le vaccin n'est pas vraiment conservé et qui va, de façon ultérieure, ne va pas avoir des indices qui vont vous montrer que ce patient a reçu la vaccination. Mais en général, la vaccination à l'hépatite B marche très bien et ceci peut vous conférer une protection pour la vie. Et le traitement, en général, il va y avoir des indications pour pouvoir faire le traitement pour l'hépatite B. Le traitement est curatif. On va faire le traitement principalement pour les personnes qui ont une infection chronique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une persistance de l'antigène de surface à plus de 6 mois, une persistance de la charge virale à plus de 6 mois, c'est-à-dire qu'il y a une infection qui est active avec des destructions ou encore des nécroses identifiées au niveau du foie, et des personnes qui sont co-infectées avec le VIH, des personnes qui ont des atteintes hépatiques avancées, que ce soit avec la cirrhose ou encore une charge virale qui est élevée de façon persistante. Ces rangs de patients seront qualifiés pour le traitement. Et le traitement se fait avec des antiviraux. Je ne vais pas détailler le traitement spécifiquement, ceci peut faire une présentation spécifique. En général, on va avoir le lamivudine, la défovir, l'entecavir, le tenofovir qu'on utilise aussi pour le traitement de l'infection à VIH, que ce soit en prévention, pré-exposure prophylaxie pour le VIH, mais également qui fait partie des combinations comme le Truvada. Donc, si vous avez un patient qui a une co-infection avec l'hépatite B et le VIH, ce sera un traitement qui peut être
basé avec un régime qui contient le tenofovir parce que le médicament peut à la fois être actif pour le VIH ou encore l'hépatite B. Donc, il y a différents cas, différents types de génotypes de l'hépatite B qui vont de façon ou une autre aboutir à une progression beaucoup plus rapide. Il y a des cas de résistance avec les antiviraux. On utilise des traitements à base d'interférons, mais maintenant on utilise des antivirales comme le tenofovir, l'amivudine, en fonction de la chronicité ou encore de l'atteinte hépatique. Et si vous avez accès à la biopsie hépatique qui va vous montrer s'il y a une atteinte cirrhotique, s'il y a une nécrose avancée, et ces gens de patients peuvent bénéficier d'un traitement. Des fois, le traitement peut se faire également, non seulement parce que le patient a une atteinte hépatique qui est élevée, mais vous vous rappelez que l'hépatite B peut aboutir à des manifestations extra-hépatiques. Donc, si vous avez une personne, par exemple, qui a une glomérulonéphite avancée, et ceci peut être une indication pour faire le traitement, parce que le traitement va consister à réduire ou encore à stopper la progression, encore la décompensation hépatique et en réduisant la charge virale, et ceci peut aboutir à une résolution des atteintes extra-hépatiques, principalement les atteintes rénales. Et en conclusion, je vais vous dire que, comme je le mentionne, l'hépatite B, c'est une infection qui est tout à fait préventive. Et avec la vaccination, on doit faire le dépistage chez les personnes qui sont à haut risque ou encore qui viennent d'un endroit endémique, ou encore les patients, ou encore les travailleurs de santé, les personnes qui consomment de l'alcool, les personnes qui ont une enzyme hépatique, des enzymes hépatiques qui restent élevées, les femmes enceintes, les personnes qui sont sous dialyse, il faut faire le dépistage. Une fois non traité, ou encore si vous avez une forme chronique de l'infection, c'est-à-dire la persistance du virus ou encore de l'antigène de surface en plus de 6 mois, peut aboutir à la cirrhose, peut aboutir à la décompensation hépatique et peut directement aboutir aussi au cancer hépatocellulaire sans pour autant avoir la cirrhose. Et ces gens de patients vont nécessiter un traitement qui sera basé à un traitement antiviral qui est généralement bien toléré, que dans de très rares cas, si vous avez des formes de résistance et encore des personnes qui sont co-infectées, ces gens de traitement peuvent être délicats ou encore peuvent aboutir à des complications. Je vous remercie pour votre participation. Si vous avez des questions en rapport avec la présentation ou encore avec l'hépatite B, je suis prêt à les entendre. Merci beaucoup. Emma, Anjola. Allô? Allô? Oui, je te réponds les questions, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si Justinien ou encore les autres participants ont des questions en rapport avec la présentation. Ou encore la CH. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et pour notre prochaine présentation. Merci. Il y Attendez, attendez. Je vais a un finir. cercle On mentionné. n'a pas de Il questions. n'y a pas de question, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Renaud. Au garde de contact. Merci beaucoup, Aïcha. D'accord, merci. Merci.